Bonjour à toutes et tous, à nos auditrices et auditeurs. Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast politique, Les Vertes et les Verts en discussion. Il est destiné en priorité à nos membres, nos sympathisantes, nos sympathisants. Il a pour but de faire connaissance avec les personnalités vertes et de plonger dans les coulisses de la politique fédérale suisse avec un regard un peu plus personnel et direct. Et avec ce podcast, nous vous ferons aussi vivre la campagne des élections fédérales 2023 de l'intérieur. C'est le 3e épisode de la série. Et aujourd'hui, nous parlons de la politique énergétique et climatique des Vertes et des Verts en temps de crise énergétique et de guerre en Ukraine. Je suis Ilias Panchard, responsable des campagnes chez les Vertes et les Verts suisses, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Klopfenstein, qui est conseillère nationale verte genevoise. Delphine, bonjour. Bonjour. Alors Delphine, tu viens de Genève, tu es présidente des Vertes et des Verts du canton de Genève, tu es conseillère nationale depuis 2019, tu es vice-présidente de ProVélo Suisse. Tu es membre de la CEAT, de son doux nom pour Commission de l'environnement, l'aménagement du territoire et de l'énergie. Est-ce que j'ai tout juste ? Oui. Peut-être on peut encore ajouter le fait que je suis membre du comité de la SSES, de la Société suisse pour l'énergie solaire, parce qu'évidemment, c'est une thématique directement liée aux questions énergétiques. Merci de ce complément. Donc je crois que j'allais déjà le dire, mais on peut le dire d'autant plus avec ton complément. Tu es, je pense, une des personnes ou la personne idéale chez les Vertes et les Verts pour aborder notre thématique du jour qui tournera autour évidemment de l'énergie et de la protection du climat. Nous sommes ensemble pour une 30aine de minutes environ, peut-être moins, peut-être plus, nous verrons. Delphine, es-tu prête pour cet entretien ? Oui, prête. Alors c'est parti. Pour commencer, j'aimerais partir du slogan annoncé au début de l'hiver par la Confédération. L'énergie est limitée, ne la gaspillons pas. C'est donc le slogan de la campagne d'économie d'énergie du département de l'environnement et de l'énergie. Cela semble peut-être aujourd'hui un peu loin et moins présent dans le débat actuel. Alors ma question est la suivante pour commencer. Delphine, où en sommes-nous réellement en ce moment ? Est-ce que la situation est toujours grave ou est-ce qu'on est subitement passé à autre chose ? Ce qu'on peut dire clairement aujourd'hui, c'est qu'on a un retard phénoménal sur les questions d'économie d'énergie. Si on a pu se réjouir d'entendre le Conseil fédéral et de manière générale l'entendre sur cette campagne d'économie d'énergie, avec en effet un slogan qui est juste, l'énergie elle est limitée, il ne faut pas la gaspiller, c'est tout à fait juste. Or, depuis des dizaines d'années, c'est à peu près le contraire que nous faisons. C'est-à-dire que l'énergie, qui au final n'a ni odeur, ni couleur, quasiment ni prix, parce que jusqu'à présent, on l'a vu maintenant, évidemment le prix a commencé à être une vraie thématique, mais jusqu'avant la guerre en Ukraine, eh bien l'énergie était extrêmement bon marché. Donc à partir de là, évidemment, c'est une denrée qui n'est pas une denrée rare, mais une denrée qu'on considère à peine, et par extension qu'on gaspille. Et c'est vrai que la question du gaspillage énergétique est centrale. Aujourd'hui, on doit réussir à thématiser. Malheureusement, évidemment, la guerre en Ukraine nous permet d'aborder cette question. On aurait préféré l'aborder évidemment dans un autre contexte. C'est une question qui est centrale et sur cette question-là, nous sommes très en retard en Suisse. Merci. Donc, on voit évidemment la place que la crise énergétique a dans le débat actuel. Peut-être que nous, évidemment, on s'engage depuis des années sur ces questions d'efficacité électrique, d'économie d'énergie. On voit dans le débat, par exemple, l'UDC qui s'est insurgé contre la dictature écologique de la gauche et des Verts. Or, le peuple a voté en faveur de la stratégie énergétique 2050 et décidé, comme le Conseil fédéral d'ailleurs, de sortir progressivement du nucléaire. Donc la direction donnée, elle est claire. On a eu des journalistes, un journaliste de Tamedia, par exemple, qui disait qu'on un parti d'empêcheurs, d'empêcheuses de tourner en rond, sans idée, parce qu'il y a eu des oppositions en Valais à un grand projet solaire à Greenguls. Pour toi, comment est-ce qu'on en est arrivé là, dans ce débat sur la politique énergétique ? Et puis, quelle est la cause réelle, en fait, de la crise énergétique que nous vivons actuellement ? Si on peut se réjouir au fond que la population ait accepté la stratégie énergétique 2050 en 2017, c'était un grand moment. D'ailleurs, c'était un contre-projet, enfin une proposition du Conseil fédéral suite aussi à notre initiative pour une sortie du nucléaire. Donc ça veut dire qu'on a réussi à travers cette stratégie non seulement à poser les jalons d'une sortie programmée du nucléaire, et ça c'est un moment phare, important,
qu'on doit rappeler d'ailleurs en permanence aujourd'hui. Et à côté de ça, c'est aussi la sortie programmée du fossile. Et avec ça, évidemment, il faut bien une alternative. L'alternative, c'est évidemment les renouvelables, les économies d'énergie. Donc au fond, ça a été un moment charnière, 2017. Le problème qu'on a eu, c'est que le lendemain de cette votation, on aurait dû mettre les bouchées doubles pour permettre ce tournant nécessaire. Parce qu'évidemment, s'émanciper du fossile, c'est pas une chose toute simple, sachant qu'on a basé notre société sur le fossile, avec cette goutte d'or qui est la goutte de pétrole, qui a permis de faire des choses fantastiques, certes, mais sur le dos de la nature et sur le dos des populations. Donc aujourd'hui, sortir au fond de ce scénario, de ce schéma qui a quasiment bâti nos sociétés ces dernières décennies, eh bien, c'est pas une chose toute simple. Le Conseil fédéral aurait dû avoir l'ambition à ce moment-là, alors que la population était avec lui, de changer de cap. Malheureusement, ça a été beaucoup trop frileux. Alors, il n'y a pas que le Conseil fédéral, il y a bien sûr le Parlement, un Parlement conservateur. Encore aujourd'hui, même si depuis 2019, ce Parlement a, en tout cas le Conseil national, je ne parle pas du Conseil des États, mais a permis quelques avancées, ou en tout cas quelques éclairages un peu plus dirables, volontiers. Mais c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, le Parlement de l'époque n'a absolument pas aidé, évidemment, à enclencher ce tournant. Donc on peut regretter aujourd'hui qu'on n'ait pas enclenché le tournant, c'est-à-dire celui de booster drastiquement les ressources renouvelables. Ce sont lesquelles? Ce sont essentiellement, et c'est là qu'on a le plus grand potentiel, c'est évidemment le solaire, sur lequel le retard est phénoménal. Quand on prend les pourcentages, on est dans des pourcentages encore à un chiffre en termes de pourcentage d'énergie électrique, par exemple. Donc ça veut dire, sans compter évidemment l'hydraulique, on parle simplement du solaire, de l'éolien, etc. Donc voilà, le retard aujourd'hui, on doit le noter, il est dû à des politiques de droite en place, d'un Conseil fédéral frileux, d'un Parlement frileux à ces questions, et puis évidemment des lobbies. Le lobby du pétrole a joué un rôle massif, évidemment, dans cette non-mise en œuvre immédiate, finalement, du vote populaire de 2017. Merci, déjà un échange bien lancé. Je crois que tu as bien résumé ce qui s'est passé depuis 2017, ce sur quoi on s'est aussi battu avant 2017 et après suite à la vague verte. Peut-être avant de partir sur ce qui s'est passé plus en détail au Parlement, puis se projeter un peu sur ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire en tant qu'écologiste sur la suite, pour la suite, peut-être sur le risque de blackout, donc actuel, vraiment pour cet hiver, sans parler de ce qu'il faudra faire pour éviter les risques prochains, les hivers prochains pour éviter ce risque. En lisant la presse, déjà en décembre, en janvier, on a pu lire certains éditorialistes, en particulier par exemple Pierre Veillat dans le Matin Dimanche, qui annonçait déjà que la crise énergétique serait évitée pour cet hiver, mais que l'enjeu serait plutôt sur les suivants. On parle évidemment des réserves de gaz à l'étranger, provisionnées, des températures clémentes, peut-être de la petite contribution, on y reviendra, des économies volontaires d'énergie. Donc est-ce que vraiment le pire a été évité pour cet hiver? D'une certaine manière, parce qu'on ne s'est pas retrouvé dans une situation de pénurie. Alors on est en train de sortir de l'hiver, on n'est peut-être pas complètement sorti. Aujourd'hui, il fait quand même déjà moins froid qu'hier. Donc d'une certaine manière, oui, on a réussi à passer cet hiver avec une forme de tranquillité. Cette tranquillité, elle est passagère, bien sûr, parce que les alertes qui ont été données, peut-être un petit peu catastrophistes, notamment du gouvernement, qui a alerté de manière peut-être particulièrement étonnante, en fait, surtout en mettant la responsabilité sur les ménages, ce qui m'a particulièrement déplu, parce qu'en fait, la responsabilité revient à la politique mise en place par ce même gouvernement, c'est-à-dire une politique en matière d'approvisionnement futur beaucoup trop faible par rapport aux enjeux. Donc oui, on a réussi à passer cet hiver, ou nous passons cet hiver avec une certaine tranquillité, mais on n'a pas encore la chute de la rivière, on est dans le courant tranquille, d'une certaine manière, d'une rivière avec une chute qui arrive sous peu. Et cette chute, au fond, c'est les hivers qui vont venir, c'est les années qui vont venir, c'est les décennies qui nous attendent, c'est l'avenir des jeunes. Et ça, on n'est pas prêt aujourd'hui. Parce que de débrancher le nucléaire, et on a raison de le faire, de s'émanciper du fossile, et on a raison de le faire, eh bien, pour réussir
ce tournant, il va falloir trouver des alternatives. Et ces alternatives, elles ne vont pas se trouver du jour au lendemain. Nous, les Vertes et les Verts, ça fait des années et des années que nous défendons des solutions durables sur lesquelles on aurait déjà aujourd'hui des longueurs d'avance et sur lesquelles on pourrait déjà compter aujourd'hui. Donc, bien sûr, on doit se préparer aux hivers suivants, mais on doit aussi se préparer aux étés qui arrivent, aux étés caniculaires, qui vont aussi nécessiter des ressources en énergie. On le sait très bien, nos villes sont construites de manière très dense, avec des îlots de chaleur qui causent d'énormes problèmes et qui génèrent de fait et qui demandent des ressources en énergie, notamment dans tout ce qui est le refroidissement. Parce qu'évidemment, avec grosse chaleur, l'écho, c'est le refroidissement. De manière générale, les ventilations, la clim, de manière générale, pour les bâtiments, mais aussi pour les voitures, ce qui est évidemment des catastrophes au niveau environnemental. Donc ça veut dire que cette question est toujours brûlante aujourd'hui, que les réponses... Été comme hiver, en fait. Été comme hiver, exactement, et hiver après hiver, été après été. Donc, on ne doit surtout pas se reposer sur nos lauriers parce qu'on a estimé que cet hiver, on l'a passé. On a été aidé, naturellement, par une météo plus clémente. Je ne parle pas de cette dernière semaine qui était particulièrement froide, mais notamment d'un mois de novembre qui a été particulièrement clément et d'un hiver un peu plus doux que d'autres, avec... peut-être l'aide d'économies volontaires de certains, qui restent, d'après les derniers chiffres, très faibles. Alors, on peut remercier évidemment toutes les personnes qui ont contribué à réduire notre facture énergétique. Mais évidemment, le bilan est maigre en vue des enjeux. Sachant qu'en plus, comme tu disais, l'hiver n'est pas terminé, on est encore en février. Et peut-être que le pic à passer sera fin mars ou au mois d'avril. On n'est pas à l'abri quand même. Voilà, ouais. Peut-être pour revenir, tu les as mentionnés quand même sur les mesures d'efficacité, non, les mesures d'économie d'énergie ou d'économie d'énergie volontaire. De ton point de vue ou ton analyse, combien est-ce qu'on pourrait réellement économiser ? J'ai repris les chiffres, la Confédération tablait sur 10% d'économie. Or, hier, plusieurs articles sont revenus un peu sur les chiffres de décembre et de janvier. Décembre, apparemment, on était à 2% d'économie. Janvier, c'est remonté pas mal plus haut à 7%. Ça montre peut-être, après évidemment, je te laisserai répondre, mais que c'est difficile peut-être avec juste des mesures volontaires et puis peut-être pas de mesures structurelles, sans parler des entreprises, de la politique énergétique. Comment est-ce qu'on peut parvenir à cette sobriété heureuse ? Oui, parfaitement. Les chiffres nous montrent qu'on est en deçà, d'une part, de ce qu'on devrait atteindre et surtout du potentiel qu'on a en termes d'économie d'énergie. Alors, évidemment, la perspective du Conseil fédéral à 10% est déjà trop faible et les résultats à 2-3% sont évidemment extrêmement bas, même si on peut se réjouir au moins qu'on ait réussi à faire ce micro-pas ou ce pas de fourmi. Alors, les économies d'énergie, au fond, c'est un vivier dont on ne parle pas assez. Je le disais au début de notre discussion, on n'arrive pas à visualiser ce que c'est que l'énergie. Et quand on parle de gaspillage, on a réussi un peu à thématiser le gaspillage alimentaire. Et je m'en réjouis beaucoup, même si on n'est encore pas sorti de l'auberge sur cette question-là. Parce qu'aussi, on voit les choses. Le gaspillage alimentaire, c'est de la nourriture qui est jetée littéralement à la poubelle. Et ça se voit. Et la thématisation de cette thématique, enfin, de cet enjeu-là a pu faire son chemin. On n'est pas encore, évidemment, on n'a pas encore réglé cette thématique, mais on a réussi au moins à en parler. La question de l'énergie est beaucoup plus compliquée. L'énergie, elle se voit pas. Et puis, on l'a en permanence à disposition. Ça veut dire qu'on vit dans une société qui nous a donné en permanence de l'énergie. C'est pour ça aussi qu'on laisse la lumière allumée quand on quitte une chambre, qu'on se pose pas la question de la capacité énergétique des produits ou des appareils électroménagers, par exemple. Et donc, on est, au niveau de la conscience et des mentalités, on est très en deçà de ce qu'on devrait savoir. Et là, on a une lacune au niveau de la connaissance là-dessus. Donc, ça veut dire que le travail qu'on doit faire aujourd'hui et le travail du Conseil fédéral, parce que c'est une politique publique, c'est donc au Conseil fédéral, clairement, de s'emparer de ceci et de faire d'immenses campagnes de sensibilisation pour au moins mettre à niveau l'information et la population. Mais à côté de ça, évidemment, ce n'est pas
aux ménages d'assumer la facture. C'est clairement cette politique publique, au même titre quand on parle de politique de santé ou de politique de mobilité, on doit avoir des structures qui permettent de faciliter ces économies d'énergie. Alors, je parlais tout à l'heure du potentiel. Si 10%, la vision du Conseil fédéral est en deçà des enjeux, ce qu'on peut imaginer, et c'est des calculs qu'on a pu faire, nous les Vertes et les Verts, et grâce à des études scientifiques, on pourrait estimer à peu près 30% les économies d'énergie en électricité. 30% sur le pack électrique suisse, c'est le nucléaire aujourd'hui. Donc ça veut dire on éteint le nucléaire aujourd'hui, demain on le remplace par les économies d'énergie. C'est efficace, ça coûte rien, ça fait gagner de l'argent, et puis c'est bon pour l'environnement. Donc cette logique-là, on doit non seulement réussir à la faire entrer dans les mentalités, on revient de loin, donc il va falloir un certain temps pour le faire, et on a besoin du Conseil fédéral pour qu'il fasse des campagnes de sensibilisation massives sur cette thématique-là, qui n'est pas punitive, mais qui est vraiment de l'ordre de l'information pour équiper la population sur cette thématique qui aujourd'hui n'est pas suffisamment connue. À côté de ça, eh bien, c'est mettre en place des mesures. Ces mesures, elles peuvent être... Alors évidemment, c'est toute la question, est-ce qu'on va aller obliger les gens à faire des douches d'1 minute le soir parce qu'elles consommeraient trop? Non, l'idée vraiment, c'est de réussir avec des mesures incitatives, fortes. Et celle-ci, j'aimerais reprendre l'exemple de mon canton et des services industriels genevois, les SIG, qui ont mis en place un programme qui s'appelle Eco21, que vous connaissez certainement. Ce programme a fait un succès écrit noir sur blanc. Et c'est vraiment l'intérêt, au fond, de citer ce programme, c'est qu'on s'est rendu compte, ça fait des années qu'il existe, ce programme. Clairement, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est économiser la consommation électrique de 70 000 ménages. 70 000 ménages, c'est à peu près la ville de Berne. La ville de Berne, c'est peut-être 80 000 ménages. C'est ça, la capacité d'économie. On sent comment? Eh bien, simplement en formant des personnes qui vont, alors sur base volontaire, certes, mais avec une certaine information, une information très accompagnée, qui va dans les ménages, mais pas que les ménages, évidemment, dans les entreprises aussi, dans les collectivités publiques, les municipalités, etc., pour travailler sur des mesures qui sont souvent très simples, souvent qui ne touchent même pas au confort, parce qu'au fond... d'avoir des ampoules qui sont moins énergivores, d'avoir des bonnes pratiques en termes de gestion de la lumière, pas grand-chose, souvent. D'avoir évidemment, quand on renouvelle son parc d'appareils électroménagers, eh bien qu'on réfléchisse à la classe de ces appareils, etc. Eh bien, l'un dans l'autre, l'effet cocktail de mesures comme ça ont un impact direct. Et ce que je propose d'ailleurs, et c'est une proposition soutenue par les Vertes et les Verts au niveau national, c'est vraiment d'étendre ce type de programme, parce qu'il coûte ce programme, évidemment, il coûte à l'État. C'est à l'État de porter un programme comme ça, de manière à insuffler clairement et accompagner la population dans de réelles économies d'énergie. Oui, donc c'est cette sobriété heureuse dont on parlait, qui ne touche pas au confort de chacune et chacun, et qui permet à tout le monde aussi d'atteindre ou d'avoir un peu ce confort minimal. Quand je t'entends dans ta réponse très, très complète, merci beaucoup. C'est un peu ce que les milieux tu parlais de la Société suisse pour l'énergie solaire, les milieux de la transition énergétique, les milieux antinucléaires disent depuis des années. En fait, c'est vrai que cette définition de qu'est-ce que la meilleure énergie, la meilleure énergie est celle que l'on ne produit pas. Alors c'est très connu maintenant, mais en tant que Vert et Vert, ça fait 40 ans, cette année d'ailleurs, 40 ans qu'on défend cela. Du coup, tu as anticipé une question que j'avais, et je pense que beaucoup de personnes se la posent, mais tu y as déjà un peu répondu, c'est est-ce qu'on doit toutes et tous avoir mauvaise conscience si on prend une douche une fois un peu plus longue, ou si on oublie de mettre un couvercle sur une casserole, sans se moquer de ces mesures qui ont un impact, qui sont importantes, et puis en période de crise, il faut que tout le monde y participe, mais je crois que ta réponse était vraiment éclairante, c'est le cas de le dire, sur ce que les collectivités publiques, ce que la politique énergétique, ce que les entreprises peuvent faire, puis de ne pas faire porter cette responsabilité que sur les ménages, et en plus en partie sur des ménages qui ont aussi des fois moins de revenus et qui ne peuvent pas diminuer encore plus le confort minimal qu'ils et elles ont, quoi. Exactement, et je pense qu'il faut vraiment aussi cibler les entreprises, parce qu'on le sait, et puis on l'a aussi dit à plusieurs reprises, c'est qu'au fond, les gros émetteurs et les gros consommateurs, ce sont avant tout les entreprises, avant que ça soit les ménages. Et de ce point de vue-là, l'économie doit faire sa part. Et dès le moment où l'économie aura compris
que de faire des économies d'énergie va leur ramener de l'argent. Parce qu'évidemment, toute énergie, ça a été bien dit, évidemment, une énergie non consommée ne coûte rien. Donc, ça veut dire permet aussi des économies financières directement. Cet aspect-là commence à être entendu. Donc, très clairement, si les ménages ont un rôle à jouer, certes, il faut absolument que l'économie fasse sa part, et puis évidemment les collectivités publiques à travers le travail de l'État. Et peut-être maintenant sur l'actualité parlementaire, en tout cas ce sur quoi le travail parlementaire se concentre dans ta commission depuis quelques mois en particulier, ce terme que tout le monde connaît maintenant de sécurité d'approvisionnement. Peut-être en quelques mots, quels sont un peu les projets actuels ou peut-être celui que tu portes le plus qui vont être discutés pendant cet hiver et puis qui aura un impact ces prochains mois, voire prochaines années évidemment. Alors il y a un sujet très important, on l'appelle d'ailleurs souvent en allemand, on l'appelle le Montelerlass. En français c'est un acte modificateur avec une phrase à rallonge. Enfin, c'est une loi, un train de mesure qui touche deux lois, la loi sur l'énergie et la loi sur l'approvisionnement en électricité, deux lois majeures pour la politique énergétique qu'on est en train de travailler. Le Conseil des États l'a déjà voté à la fin c'était en septembre 2022. Et puis, nous, la Commission nationale de l'environnement et de l'énergie, nous y travaillons depuis le mois de novembre dernier. On a des commissions, des séances ajoutées en plus pour pouvoir aller de l'avant dans cet immense chantier. C'est une loi qui est immense, enfin surtout les propositions de modification, de manière à en effet réussir à intégrer dans cette loi le tournant énergétique, régler la question hydraulique, de regarder où est-ce qu'on peut encore trouver des térawattheures, est-ce qu'au niveau de l'hydraulique on a encore un potentiel, où est-ce qu'on ajuste la question du solaire, et là il y a des vrais débats sur la question de le solaire est un potentiel immense. Il faut qu'on l'inscrive dans la loi. Et où est-ce qu'on mettra ces panneaux solaires? Donc, c'est des vraies questions politiques, évidemment, mais aussi des questions efficaces. Qu'est-ce qui rapportera plus d'énergie dans un temps record? Et tout ça, évidemment, sans atteinte directe à la biodiversité qui fait partie, évidemment, de notre équilibre à nous autres, les vertes et les verts. Donc, c'est un vrai sujet. C'est aujourd'hui en commission de l'environnement et de l'énergie. Ça sera en principe en plénière au mois de mars. Donc, ça veut dire que le débat deviendra clairement public au mois de mars. Et là, il y a des enjeux majeurs en termes de tournant énergétique. Et c'est à l'intérieur même de cette loi, et on verra encore les avancées ces prochains jours, ces prochaines semaines, sur la capacité de notre commission et ensuite du Parlement à faire réellement des économies d'énergie un des leviers fondamentaux de notre politique énergétique. Et on voit évidemment que la position des écologistes est plus que jamais au cœur de ce débat, souvent attaqué, à tort ou à raison, tu nous le diras. Peut-être quel est un peu l'engagement spécifique ou notre rôle ou notre position des Vertes et des Verts sur un projet ou l'autre en particulier. En résumé, peut-être pour aiguiller un petit peu ta réponse, je dirais climat ou biodiversité, faut-il choisir et qui doit choisir? Alors clairement, ces deux crises, elles existent. Ces deux crises sont clairement intimement liées. Et donc, il est à peu près impossible, et les scientifiques le confirment, c'est pas une lubie des Verts, les rapports du GIEC, les uns après les autres, le confirment clairement, la crise climatique est intimement liée à la crise de la biodiversité. Donc, si nous ne prenons pas en considération ces deux thématiques frontalement ensemble et de manière liée, eh bien, nous ne parviendrons pas à résoudre l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui. La première impasse, c'est celle de la crise climatique. Comment réduire nos émissions de CO2 avec des alternatives qui n'empiètent pas sur la protection de l'environnement. Et ça, c'est cet équilibre-là qu'on doit réussir à trouver. Donc, travailler évidemment sur une réduction massive des émissions de CO2, et ça, on aura l'occasion, notamment à travers le contre-projet à l'initiative des glaciers, qui est en votation en juin prochain, qui est évidemment très importante parce qu'elle permet vraiment d'inscrire clairement dans nos lois un projet de réduction d'émissions de CO2. Évidemment, pour nous, les Vertes et les Verts, on aimerait aller plus vite, plus loin, plus rapidement, avec des mesures plus fortes. Mais la direction est très bonne, elle est excellente, parce que c'est là qu'on doit mettre le paquet. Et à côté de ça, c'est évidemment développer du renouvelable, parce qu'on doit trouver une alternative, évidemment, à l'énergie qu'on n'aura plus, qui est celle du fossile, et celle du nucléaire, évidemment, toujours. Eh bien, c'est de développer le renouvelable. Ce renouvelable ne doit pas se faire au détriment de la nature. Et cet équilibre-là, il n'est pas encore assez compris aujourd'hui. C'est peut-être notre rôle
rôle aussi, hein, nous autres, les Vertes et les Verts, de notre rôle d'aiguillon, comme on a pu le faire pour pas mal de thématiques. On est très patient parce qu'on se répète, hein, peut-être. On dit les mêmes choses depuis 40 ans. Mais clairement, le fait même de protéger cette biodiversité va nous permettre, nous, de nous adapter aussi au changement climatique. Et une biodiversité qui est en forme va nous permettre aussi de passer le cap et de nous adapter aussi dans un climat qui, on le sait, est toujours mal en point et touche de plus en plus de populations. D'abord, c'était une partie de la population sur une partie du globe. Gentiment, eh bien, tous les pays sont concernés, tous les ménages, indépendamment de la capacité de ces ménages à faire face à ces enjeux. Gentiment, de plus en plus de monde, même si, et ça on le sait aussi, ce sont essentiellement les pays du Sud qui sont les premiers touchés. Est-ce que, rapidement, hein, tu aurais peut-être un exemple, par exemple, de projet, je le dis peut-être comme ça, de solaire ou hydraulique, où par exemple là on a clairement, en tant que Vert et Vert, mis des limites en disant ça non, ça va trop loin, évidemment ça porte trop atteinte à la biodiversité, ou alors un autre exemple peut-être de compromis qu'on aurait fait en faveur de la sécurité d'approvisionnement ou qu'on serait prêt à faire. Très clairement, sur l'hydraulique, il y a une table ronde qui a permis de mettre autour deux mêmes projets, parce qu'il y a plusieurs projets, à la fois les associations environnementales, mais aussi les sociétés électriques, les cantons ou les communes directement concernées. Une vraie discussion qui a permis au fond de sortir plusieurs projets qui étaient entendables du point de vue de ces... Et ça, pour moi, c'est un compromis important. Un compromis qui va permettre de dégager pas grand-chose, 2 TWh en plus en rehaussant quelques barrages ciblés de manière très claire avec des compensations nettes sur la biodiversité dès le moment où l'impact serait trop important. Et donc là, je pense qu'on peut trouver vraiment on peut trouver des équilibres, des consensus, des compromis, notamment sur l'hydraulique, mais le potentiel n'est pas si grand parce qu'on a déjà exploité largement nos Alpes et nos glaciers sur la question hydraulique. Le potentiel qu'on voit, c'est évidemment sur le solaire. Ce qu'on a réussi à faire en commission sur le solaire, c'est un tout petit pas, hein, et on est très déçus les Verts parce qu'on aurait voulu aller plus loin, mais c'est au minimum d'avoir cette logique de dire que chaque nouveau bâtiment qui est construit a une obligation solaire, ainsi que les infrastructures. Et ça, c'est une porte d'entrée. Mais évidemment, ça a été pas mal édulcoré, notamment le principe que c'est pas n'importe quel nouveau bâtiment, mais c'est un bâtiment qui fait 300 mètres carrés au sol, donc on imagine le toit un tout petit peu plus petit. Et c'est quoi 300 mètres carrés? C'est des grandes fermes ou c'est des centres commerciaux. Donc on n'est pas encore à l'obligation du premier mètre carré de toit. Alors qu'il faudra en mettre sur... Je caricature tous les toits existants, les autoroutes, enfin, utiliser déjà le bâti avant de construire des parcs solaires au milieu des Alpes. Ça semble parfaitement. évident. Et ça, c'est vraiment notre position de dire, c'est vraiment de mettre le curseur sur le bâti. Et là, le potentiel est immense. Mais voilà, donc on avance à pas de fourmi sur cette question-là, mais toutefois, le fait d'avoir cette porte d'entrée de l'obligation déjà sur ces nouveaux bâtiments, eh bien, ça donne déjà en tout cas une direction qui va dans le bon sens. Peut-être, avant de commencer un peu à conclure, peut-être pour toi, qu'est-ce qui est un peu la priorité maintenant? On voit en particulier des offensives plutôt de communication, mais quand même aussi une initiative populaire, des milieux, comment les appeler, peut-être du vieux monde de l'énergie, c'est-à-dire pro-nucléaire et pro-énergie fossile, qui tentent quand même un petit peu de sauver un petit peu leur vieux monde qui se meurt. Un peu, comment tu vois un peu cette priorité politique pour nous, puis comment est-ce qu'on peut jouer notre partition du mieux possible là au milieu? Je pense qu'il y a 3 champs clairement qu'on doit couvrir. C'est rester très bon sur les questions des énergies renouvelables, notamment sur le solaire, et se battre de manière assidue sur l'importance d'équiper les bâtiments existants, infrastructures, etc. Parce que là, on arrivera à des avancées notoires. De réussir à dégager certains parcs éoliens. Il y a une loi express qui va être votée à la prochaine session qui permet vraiment d'avancer, mais évidemment en concertation avec la population, avec les milieux environnementaux. Il faut rester très bon là-dessus, mais on a aussi un potentiel et surtout un immense retard sur la question éolienne. Donc on peut aussi avancer sur ce point-là. Le deuxième champ, c'est celui des économies d'énergie qui doit rester une priorité parce que
La question de l'économie d'énergie, c'est pas juste de se dire l'énergie la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas, mais c'est aussi engager un changement de paradigme, c'est-à-dire une autre manière, une autre façon aussi de consommer. Parce qu'aujourd'hui, si on a bâti nos sociétés sur le pétrole, c'est qu'on les a aussi bâties sur une surconsommation. Et c'est de ça qu'on doit s'émanciper aussi aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est un changement, et c'est donc le troisième champ que j'aborde ici, c'est la question à travers les économies d'énergie qui vont être essentielles pour le tournant énergétique. Il va falloir aussi aborder un changement important de société. Et ça veut dire retrouver aussi un cœur de la société qui n'est pas dans le consumérisme, qui n'est pas dans la délocalisation, dans la multinationale, dans cette notion, au fond, qui fait qu'on se nourrit aujourd'hui grâce à la déforestation en Amazonie. Et cet équilibre-là est absolument inentendable. Et de relocaliser l'agriculture, d'avoir une agriculture qui soit à la fois rémunératrice, mais aussi nourricière. Enfin, toute cette question autour, au fond, d'un équilibre, une énergie aussi qui soit indigène, qui soit renouvelable et qui ne nous fait pas dépendre d'États autoritaires. Et donc, c'est une reconstruction aussi d'une société qu'on doit réussir à faire avec tout un et toute une chacun, de manière à construire ensemble, d'une certaine manière, un nouveau monde qui soit plus résilient, qui soit plus solidaire et qui soit plus durable. Sur ce changement de société, je crois que tu l'as très bien dessiné, plus sobre, plus localisée, plus résiliente, plus solidaire. Je crois qu'on est prêt à ne pas lâcher le morceau. Peut-être un peu pour terminer, en ce qui concerne j'allais dire, l'éléphant dans la pièce, le conseiller fédéral Albert Rösti, élu tout récemment. Peut-être un élément, comme on l'a annoncé aussi déjà pendant la campagne d'élection au Conseil fédéral, je crois que le groupe des Vertes et des Verts est déterminé à le suivre de près. Peut-être informer nos auditeurs et nos auditrices que nous avons créé un blog. Le groupe parlementaire a créé un blog qui est alimenté par des parlementaires, dont toi, Delphine, qui s'appelle DETEC Watch, DETEC-watch.ch, et qui du coup publie un certain nombre d'articles un petit peu sur les actualités et puis les décisions autour d'Albert Rösti, et évidemment que c'est évidemment l'opposé politique de la politique énergétique qu'on défend, et je crois que le groupe est prêt à suivre en détail toutes ces décisions. Peut-être pour terminer, un petit mot peut-être sur les élections cantonales. Tu as mentionné Genève, les services industriels. Je le demande aussi parce que Genève, pionnière des économies d'énergie, pionnière sur les questions fossiles, antifossiles, de sobriété, antinucléaire. Je le dis aussi en tant que militant antinucléaire. C'est un des cantons modèles qui a permis ensuite d'imposer un certain nombre de choses, ou en tout cas de proposer un certain nombre de choses à la suite. Est-ce que tu as un mot peut-être par rapport à ça? Je le demande aussi à la présidente des Vertes et des Verts genevois. Oui, alors c'est clair que le rôle des Vertes genevois joue évidemment dans l'ensemble de la politique des Vertes suisses. On a des élections imminentes au mois d'avril, et l'enjeu serait évidemment de faire des Verts, de maintenir les Verts comme premier parti du canton. Aujourd'hui, les dernières élections référentes, c'était en 2019, les Verts faisaient 20%, premier parti au niveau du canton. Évidemment, c'est un challenge permanent, sachant qu'il y a évidemment de la concurrence. Que tout le monde veut prendre la première place. Tout le monde veut prendre la première place. Nous, notre enjeu, évidemment, c'est de rester en tête, mais rester en tête, pas juste pour être en tête, mais simplement pour que, clairement, des politiques en faveur de l'environnement et de l'humain puissent être mises en place. Et si ça fonctionne, c'est parce que, justement, à travers des élections, on a réussi à placer dans les exécutifs, parce que c'est important que les législatifs, évidemment, que l'équilibre, que les Verts soient présents et les Vertes soient présents dans les parlements, mais aussi dans les exécutifs, et c'est ce qu'on a réussi à faire année après année, d'une certaine manière, notamment au Conseil d'État genevois, où il y a 2 Vertes et Verts sur 7, et une majorité de l'alternative avec 2 socialistes. Et à côté de ça, dans les communes, parce que Genève, on le sait, est un canton-ville, mais je dirais ville au pluriel, parce qu'il y a évidemment la ville de Genève, mais il y a aussi toutes ces autres villes, Vernier par exemple, Carouge, Lancy, sont des villes qui fonctionnent comme des villes d'abord, parce qu'elles sont des villes dans leur définition même, elles ont plus de 10 000 habitants, elles en ont 15 000, 20 000, voire plus. Et là, on a réussi aussi à avoir à la tête de ces villes des Vertes et des Verts, notamment en charge des questions centrales qui sont celles de l'aménagement du territoire ou
de l'énergie. Et ça, petit à petit, évidemment, ça met une empreinte sur la ville et ça permet quelques résultats. En deçà encore, évidemment, de ce qu'on souhaiterait, parce que, évidemment, il faut toujours un peu de patience et de compromis quand on fait de la politique. Mais en tout cas, on se bat pour que le 2 avril prochain, les Verts fassent un score, évidemment, à la hauteur des enjeux, je dirais pas de nos espérances, mais des enjeux clairement planétaires. On se bat. Merci pour ce zoom sur le canton de Genève. Je suis sûr qu'on a énormément d'auditrices et d'auditeurs qui habitent dans le canton qui nous écoutent. Alors merci à toutes et tous, auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés. Merci à toi, Delphine, pour cet entretien passionnant qui est passé assez vite, je dois le dire, pour ton engagement aussi en faveur de la transition énergétique, en faveur de la biodiversité, d'une sécurité d'approvisionnement plus durable aussi en Suisse. Est-ce qu'il y a encore un élément, une petite chose que tu souhaiterais transmettre aux auditrices et aux auditeurs pour ainsi dire, un peu en guise de conclusion? En tout cas, ce que je pourrais dire comme ça de manière complètement spontanée, c'est qu'il faut absolument jamais rien lâcher et être prêt. Et je pense que l'existence des Verts depuis 40 ans, d'ailleurs les Verts genevois fêteront leurs 40 ans 2 mois avant les Verts suisses, c'est-à-dire le 15 mars prochain, de dire simplement qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et ça, on l'a compris, nous autres, depuis 40 ans, et plus, parce qu'on n'a pas dû attendre le parti écologiste avant d'agir déjà sur ces questions, notamment à travers les ONG qui nous sont chères, et bien d'être patient tout en étant déterminé. Et je pense que le principe même de ne jamais rien lâcher, malgré le roulement des aléas de la vie et des événements, il faut rester actif et active, et ça, c'est une chose qui, en tout cas, m'anime au quotidien. Merci et fidèle à ces idées. Alors, ce 3e épisode de notre podcast Les Vertes et les Verts en discussion se termine déjà. Rendez-vous en mars 2023 pour le suivant. Merci à toutes et tous pour votre intérêt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire part de vos remarques, de vos critiques, de vos suggestions. Pour cela, vous pouvez en tout temps nous envoyer un mail à l'adresse suivante, vert@vert.ch, verts@verts.ch. Nous vous répondrons avec grand plaisir, ou nous envoyer un message ou un message audio sur WhatsApp au numéro suivant 079 920 80 93. 079 920 80 93, qui est aussi atteignable à travers Signal. Et n'oubliez pas enfin de nous suivre sur notre chaîne YouTube, à vous y abonner, et aussi sur les applications de podcast, par exemple Spotify ou Apple Podcast. Pour le trouver, il suffit de chercher le podcast Les Vertes et les Verts en discussion. Merci beaucoup. Et Delphine, encore merci à toi et à une prochaine, j'espère. Merci à toi, Elias. Ciao. Bientôt.